Votre dernière exposition, actuellement présentée à la Galerie Perrotin, se concentre sur votre pratique portraitiste. Elle est intitulée Resting Model. Pouvez-vous revenir sur son titre? Resting Model, alors c'est un titre qui est venu, on faisait une peinture avec une jeune femme qui posait, qui s'appelle Shelley Maldorado, et donc on était debout et à un moment donné elle se couche par terre on faisait une pause, elle se couche sur le sol, sur le parquet. Comme souvent d'ailleurs, quand on ne pense pas à prendre une pause particulière, en fait c'est beau. Je fais une peinture d'abord de ça tout de suite, et puis on se dit ça c'est Resting Model. Et c'est drôle en soi. Et puis c'est aussi la réalité, c'est devenu le titre de l'exposition. Il y a plusieurs idées là-dedans. Il y a le fait que d'abord, modèle, je ne pense jamais aux personnes que je peins comme des modèles. C'est-à-dire que le modèle, c'est connoté, ça renvoie à un statut particulier, à une certaine façon, à un espèce de rapport hiérarchique entre le peintre et son modèle, etc. Et c'est évidemment le contraire de ce que j'ai envie de faire, de ce que je fais. Et je ne peins pas des modèles, je peins une personne à chaque fois. C'est une personne. Ce qui m'intéresse, c'est son visage, son intériorité, beaucoup aussi. Donc c'est un peu ironique aussi, le mot modèle. Et resting, c'est l'idée du modèle qui se repose, mais c'est plus l'idée si c'était un modèle qui serait sur off. Voilà, c'est le modèle off. Pouvons-nous revenir désormais sur l'accrochage au sein de la galerie? Il m'arrive assez souvent en fait de peindre un portrait ou de peindre une personne. Après, de réutiliser la peinture, une fois que la personne est partie, faire soit une peinture de l'atelier vide, ou alors parfois, dans un portrait, il y a un élément d'une autre peinture. Donc en fait, il y a souvent un jeu entre toutes ces peintures. Ce n'est pas une chose que je prémédite à l'avance, ça se trouve comme ça. C'est un peu comme si on était dans l'atelier, qu'on ait une vision un peu à 360 degrés souvent. C'est un peu comme si on reconstituait une sorte de vision cubiste de l'atelier. C'est-à-dire qu'on peut avoir un portrait, puis dans ce portrait, il y a une fenêtre, et derrière, il y a la petite peinture de cette fenêtre, par exemple, ou alors il y a un livre, et souvent le livre se retrouve dans une autre peinture qui est un autre coin dans la pièce. Et c'est un peu comme si on était ici, en fait, et qu'on tourne, et qu'on ait le regard qui tourne, et qu'on soit dans une sorte de sculpture ou de boîte de collage, de boîte cubiste de l'atelier. J'aime bien penser ça comme ça. Il y a une salle dans l'atelier où on a des grands portraits, grand format, des portraits grand format avec des femmes qui sont debout, qui se tiennent vraiment debout, et en fait, en les installant dans la galerie, elles nous surplombent un peu, elles ont tout un regard très, très direct. Et elles nous dominent, en fait. Quand on est dans la pièce, on a vraiment l'impression d'être dominé. C'est un peu comme si on avait des peintures de guerriers, des peintures 18e siècle de guerriers. Il y a un côté un peu martial dans cette pièce que j'aime bien. C'est le modèle qui nous questionne, c'est pas le spectateur qui a une position dominante par rapport au modèle, c'est l'inverse. C'est le modèle qui a une position dominante par rapport au spectateur et au peintre, en fin de compte, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Je me dis que ça serait intéressant de peindre le visage parce qu'il y a justement quelque chose qui échappe un peu. On se dit on peut faire plusieurs peintures, à chaque fois c'est différent. C'est plus l'idée de regarder quelqu'un. C'est jamais un type, ça m'intéresse pas, c'est pas une question de mode ou de personne ou de célébrité ou des choses comme ça. Ça c'est pour le monde d'Instagram ou des magazines de mode, mais c'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est de regarder quelqu'un et de voir ce que je peux faire comme peinture. Dans un temps d'échange? C'est toujours un temps d'échange parce que, bien sûr, quand on peint, on peint, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis on peint, j'associe la personne qui pose à la peinture. C'est-à-dire qu'on fait toujours une peinture avec quelqu'un, on n'est pas en train de peindre une photo. Quand on peint une photo, on peint un objet, Quand on peint avec quelqu'un, on est face à quelqu'un qui vous regarde autant que vous le regardez. Et il faut qu'il y ait une volonté mutuelle que de faire une peinture. C'est-à-dire que
c'est pour ça que je dis, quand on fait une peinture, parce que la personne qui pose est investie en fait dans le fait dans la peinture, dans la finalité de la peinture. Vous n'avez jamais peint d'après-photo? Ça m'est arrivé de peindre d'après-photo des paysages à Los Angeles. Quand je peignais des paysages de Los Angeles, je les peignais d'après les photos parce que je ne pouvais pas m'installer dans la... Enfin, je n'avais pas envie de m'installer dans la rue à Los Angeles pour peindre. Mais sinon, j'essaye autant que possible, dès que c'est possible, de peindre face à un paysage, face à quelqu'un. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la présence d'un paysage, d'une personne, d'une nature morte, et d'éviter toutes les médiations possibles. Enfin, parce qu'on est tout le temps, aujourd'hui, on est tout le temps confronté au fait que, enfin, on est dans un monde où on est toujours à distance, presque toujours à distance des choses. On communique par des photos, par des Instagram, par des messages. On est toujours le plus loin possible des choses. Il y a toujours une sorte de filtre entre nous et les choses. Et le moment de la peinture, pour moi, c'est justement d'enlever toutes ces espèces de... Enfin, je dis espèces parce qu'il y a un truc un peu négatif là-dedans, mais tous ces filtres, toutes ces médiations qu'il y a entre nous et les choses. Revenir à une expérience de la vie où il n'y a pas de filtre. Il y a donc, à vous entendre, une dimension fortement temporelle qui prend part dans votre peinture. La peinture, c'est une expérience temporelle. C'est-à-dire que il y a un temps nécessaire à la peinture, il y a quand il y a le moment où on est soi-même dans un paysage ou devant quelqu'un, ou que quelqu'un là, il y a le temps de la peinture. Ce qui est beau dans une peinture, c'est qu'on sent le temps justement de la peinture. Pleinement rendu peut-être par votre touche. C'est vrai que pour moi, c'est important de laisser la sensation que chaque coup de pinceau ait une raison d'être et que ce soit vivant, que ce soit un peu comme des pensées ou des points de vue, enfin, que ça ait un grain. J'essaye d'éviter qu'il y ait des surfaces de remplissage. Voilà, j'essaye d'éviter ça autant que possible. Il y a également un portrait de Michel Bernstein. Oui. Une amitié artistique? Eh bien, Michel Bernstein, c'est une amie qui, en plus, est une amie et une voisine de studio. Michel est écrivain, elle a participé à la fondation du mouvement situationniste. Elle a participé à un mouvement qui est justement à montrer, à désigner cette société comme étant une société du spectacle. Et quand on fait une peinture, c'est l'inverse d'un spectacle. C'est-à-dire que c'est pas un spectacle, une peinture, c'est une expérience où il n'y a pas de mise en scène. Enfin, on est face à face. Je la regarde, mais elle peut aussi me regarder. On voit des poses. Qu'expriment ces poses? Comment vous apparaissent-elles? Sont-elles des épiphanies? J'aime bien l'idée que quelqu'un s'installe dans une pose qui soit pas vraiment une pose, qui soit peut-être le plus naturel. Ça marche pas de dire naturel, parce que dire à quelqu'un soit naturel, c'est une mise en scène. Donc c'est quand on oublie, quand on est parfois quand quelqu'un s'en va, juste avant qu'il s'en aille, il y a tout à coup une pause. On se dit, ça c'est mieux comme pause, il faudra faire ça la prochaine fois, on va essayer de faire ça. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait le minimum de choses, de rien forcer, quoi, voilà. Rien forcer. Il y a comme un absorbement peut-être. Oui, c'est qu'on s'absorbe au bout d'un moment. Si on est assis en train de parler, en train de poser, effectivement le visage s'absorbe. Il y a peut-être qu'il y a une sorte de confiance qui s'installe, ou alors qu'on commence à avoir des pensées qui nous entraînent ailleurs. Enfin, il y a toutes ces choses qui font que le visage change beaucoup. Il y a un moment, il y a un Renoir fait un portrait de Wagner. Et Wagner, c'est une star comme un grand rappeur ou un grand rocker aujourd'hui, c'est une star. Donc il a 3/4 d'heure pour Renoir. Et Renoir dit qu'il regrette d'avoir trop suivi les changements de son visage en 3/4 d'heure. Et qu'il était mieux que sa peinture était mieux au bout d'une demi-heure ou peut-être de 20 minutes, je ne sais plus. Et qu'en suivant trop comme ça le visage, il a un peu perdu de... Voilà, c'est pour dire, voilà, parce que c'est des gens qui étaient des virtuoses du dessin et de l'observation, les peintres de cette époque-là. Donc si quelqu'un de cette époque-là remarque ça sur un visage, c'est vraiment dire que
Il est pleinement attentif et c'est un exercice. Et puis c'est vraiment dire que ça existe, que je ne suis pas le premier à l'avoir mal pensé, quoi, voilà. La peinture, c'est être en communication avec les peintres dont on est contemporain, tous les amis peintres, les gens qu'on regarde, etc. Mais c'est aussi tous les autres peintres, tous les peintres avant soi, ou de gens qui ont été là. Enfin, voilà, Puisque des livres et des objets, ou plutôt des représentations de fruits, d'agrumes, comme des citrons, ponctuent vos portraits. Oui, parce que ça, les citrons, ça m'amuse aussi d'utiliser des objets qui sont presque des clichés de la peinture. Enfin, mais en même temps, un citron, c'est un cliché de la peinture. Il y a des millions de gens qui ont peint des citrons ou des pommes. Mais malgré tout, quand on a un citron devant soi, bien, un citron c'est beau, ça a une couleur. On a beau se dire oui, un citron c'est jaune, mais le jaune d'un citron c'est quand même un jaune incroyable. Et si on pose un citron à côté d'un livre, il se passe quelque chose et c'est qu'on est quand même émerveillé de ça, même si des millions de gens l'ont fait avant soi. Les livres, c'est des références à des poètes, oui, souvent, mais c'est aussi parfois pour leurs titres, parce que je trouve que parfois il y a des titres, parfois aussi le design de la couverture. Souvent, c'est des livres, par exemple les livres de Prévert. Moi, j'aime bien l'idée de Prévert, mais j'aime aussi le fait que ces livres, c'est des éditions anciennes maintenant, c'est des éditions de quand ces livres sont sortis. Donc les couvertures étaient très très jolies, c'est des aplats de couleurs, et les couleurs ont un peu passé, donc la couleur en elle-même est belle. Donc c'est fait comme un collage, quoi. C'est comme si je prenais un morceau de gouache peint en rouge ou un certain rouge et je le plaçais pour faire un collage. C'est aussi la couleur, c'est parfois les titres, spectacles, paroles, parce que ça renvoie aussi au langage, au monde sonore, au monde des mots qui est extérieur à la peinture. Donc il y a ça, et puis Franco Harra, oui, Lunch Poems aussi, parce que c'est des poèmes qui m'intéressent aussi. Franco Harra a travaillé à l'époque au musée d'art moderne à New York, et c'est des poèmes qu'il écrivait en allant déjeuner à midi. Donc j'aime beaucoup le titre, Lunch Poems, évidemment, ça plaît à tout le monde. C'est un titre merveilleux. Il est dans cette sorte de rêverie comme ça, dont je me sens assez proche moi aussi quand je vais déjeuner. Voilà. La rêverie. Ouais, la rêverie, l'inspiration. Tout le problème, c'est de rester... Le problème, c'est de rester dans un monde comme ça, sensible, où au lieu d'être aplati par la réalité sans profondeur, on arrive à entretenir l'idée qu'il y a d'autres gens que soi qui pensent, qui réfléchissent, qui ont des idées, qui rendent la vie plus intéressante. Merci Jean-Philippe. Merci Maud.